suis Alain Moatti de l'agence Moatti-Rivière. J'ai monté cette agence avec Henri Rivière qui est décédé il y a 3 ans et demi, mais j'ai préservé le nom de l'agence. Les choses sur lesquelles on travaille, c'est d'abord créer, comme je vous l'ai dit, du symbolique dans la ville. C'est-à-dire que le plus important, c'est finalement ce qui regroupe les gens autour d'un projet, mais non pas ce qui les écrase. Et ainsi, notre travail est de 2 ordres. C'est de faire des objets uniques qui sont totalement inscrits dans un lieu. Si vous voulez, en résumant, l'architecture est immobile, donc elle n'appartient qu'à l'endroit où elle existe, et donc elle sert à 2 choses. Elle cherche à exprimer ce lieu, à être vraiment un élément fondamental du lieu, mais aussi à être un point sur lequel on a envie de revenir. L'architecture, c'est quelque chose qui vous attend. C'est-à-dire, dans ce monde nomade, c'est d'autant plus important de savoir qu'ils sont là. Et donc, cette expression, comment elle se fait-elle? Elle se fait à partir de la matière que l'on utilise. Et cette matière projette le projet dans une invention que l'on cherche à chaque fois différente, puisque chaque lieu est différent. Donc, nous n'avons pas d'écriture. Notre style, je pourrais dire, c'est notre méthode. Et cette méthode, elle permet de lier le lieu, la narration du lieu et d'inventer une matière nouvelle. Sur le projet de la Tour Eiffel, on a mené à loin cette problématique, enfin ce choix, cette manière d'approcher les projets, parce que là on se trouvait sur un bâtiment, peut-être le bâtiment le plus célèbre du monde, donc c'était quand même à la fois un honneur mais une responsabilité. On a puisé dans les 2 éléments qui nous semblaient fondamentaux dans la Tour Eiffel, c'est-à-dire l'oblique et le vide. Parce que la Tour Eiffel est faite des 2, l'oblique parce que ce qui propulse la tour à 300 mètres de haut, et le vide, c'est cette architecture qui est faite de très peu de matière et qui permet de sentir le vide. Au fond, la Tour Eiffel est une architecture inutile, puisqu'elle est juste un plaisir, c'est une architecture de cirque. Dans le projet que nous avons mené, nous avons renforcé cette idée et fait que les pavillons que nous rapportons, qui sont des pavillons fonctionnels, participent à l'oblique et au vide. Et que c'est comme une symbolique du lieu, ces 2 éléments. Et ce vide permettra de sentir, d'avoir la sensation d'être à 60 mètres au-dessus du sol, puisque le projet, c'est le réaménagement du 1er étage. Donc sentir le vide pour tout le monde, ce que j'ai appelé le glissement aérien, que les gens puissent sentir ça, sentir l'oblique et cette puissance des piliers qui montent à 300 mètres. C'est cette contraction des 2 émotions qui fait que le projet donnera son sens au lieu. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, notre architecture est une architecture de narration. C'est-à-dire que pour raconter une histoire, il faut quelquefois inventer des nouveaux mots, enfin une nouvelle situation et des nouveaux mots. Inventer des nouveaux mots en architecture, c'est inventer des matières, c'est tenter des matières, les mettre dans des situations où elles seraient étonnées de la rencontre de l'une à côté de l'autre. C'est ce que nous faisons. On a même une petite cellule de recherche à l'agence qui d'abord cherche les matières existantes, mais aussi les amène dans des situations un peu plus extrêmes que ce qu'elles connaissent. On cherche beaucoup aussi des gens qui sont capables de transformer cette matière. Voilà, c'est le travail que l'on mène à l'agence au-delà des projets d'architecture, parce que ce travail s'applique aussi au design et à la muséographie et scénographie. Oui, la matière magnifique de demain, ce serait une matière qui puisse répondre à nos propres émotions, c'est-à-dire qu'elle serait sensible à notre état, parce que vous n'êtes pas la même ou le même le matin, le soir, vos désirs ont changé, vos plaisirs ont changé aussi, donc finalement on est tout le temps entouré des mêmes lieux, mais ce serait formidable si on pouvait adapter les lieux à notre propre émotion du moment. Et donc on n'en est pas là encore aujourd'hui, mais en tout cas, dans ce que l'on cherche et dans tous les lieux que l'on cherche, c'est des lieux en tout cas qui ont rapport à 2 choses, encore une fois, à l'émotion, mais aussi au symbolique. J'ai arrêté les études d'architecture et je suis parti, non pas travailler chez Antilovague, mais je voulais aller voyager. Et mon premier arrêt a été sur la Côte d'Azur et j'ai rencontré Antilovague, comme quoi on n'échappe pas à son destin, qui était architecte et qui m'a proposé de travailler avec lui. Alors, qui était Antilovague? C'est un homme qui ne se disait pas architecte, mais qui disait habitologue. C'est-à-dire qu'il travaillait sur la qualité de l'habitat et surtout de faire que une architecture, c'est un lieu où on habite dans le plaisir du corps.
Donc quand Ilevag était finlandais, il avait une grande connaissance de la nature, il avait une grande connaissance de ce qu'étaient les forces de la nature, les courants telluriques, les nœuds de Hartmann, enfin, que sont tous ces éléments qui structurent les énergies de la nature. Et ces maisons étaient des maisons paysages dans lesquelles on habitait dans le plaisir de la découverte de la lumière et du paysage extérieur. C'était des mises en scène de paysages qui avaient rapport uniquement avec le corps et le plaisir de découvrir et ces paysages et aussi de traiter une architecture comme on aurait traité un relief, c'est-à-dire des lieux multiples où on pouvait s'arrêter, contempler, mais aussi se cacher. Et donc c'est peut-être la seule personne que je connaisse qui travaille sur des lieux où on peut se réfugier. Donc quand Ilevag a fait peu de projets, pourquoi? Parce que d'abord il mettait 5 ans à réaliser une maison, il n'y avait pas de plan, on faisait la maison au fur et à mesure sur le terrain, c'est-à-dire qu'il avait beaucoup d'autres passions, hein, parce qu'on a fait beaucoup de planches à voile ensemble, on a fait beaucoup de ski ensemble, on a fait beaucoup d'alpinisme ensemble, c'est-à-dire que l'architecture était une chose dans laquelle que l'on faisait aussi. Et donc c'était une autre manière de vivre. Et, par exemple, il n'y avait pas, encore une fois, de plan, mais ni d'entreprise. C'est-à-dire quand Ilevag avait monté une entreprise avec des paysans qu'il avait formés lui-même, de manière à ce qu'il n'ait pas d'habitude architecturale, il n'ait pas de tic de la construction. Et donc ça permettait de faire que chaque acte, chaque élément de l'architecture était réinventé, repensé. C'est un homme qui avait une grande connaissance de la matière, il m'a transmis cette passion de la matière. J'ai beaucoup appris avec lui et puis surtout c'est un homme libre, c'est-à-dire que libre ça veut dire qu'il a amené la réalité telle qu'il voulait qu'elle soit autour de lui et je crois que je ne connais encore une fois personne d'autre qui ait fait ça. Évidemment, cette biennale qui présente la modernité est notre héritage à tous. Nous sommes tous issus, nous sommes tous des enfants de la modernité, mais la modernité a supprimé une chose essentielle dans l'architecture, et pas que dans l'architecture, dans la musique, elle a supprimé la narration. C'est-à-dire qu'en fait, elle a délié les choses, elle les a rendues autonomes chacune, et évidemment, ça a fait qu'on ne raconte plus d'histoire avec la modernité, et bien nous, à l'agence, on essaye de refabriquer justement des histoires, donc pour se mettre en contradiction avec cette modernité qui a rendu les choses autonomes. Par exemple, si on prend l'architecture, cette modernité a voulu rendre autonome un poteau, un escalier, une dalle pour en faire un monument. C'est-à-dire que chaque chose est devenue un monument, il a acquis une autonomie, il a acquis une forme spécifique pour lui-même. Et bien, cette chose fait que lorsque tout devient un monument, d'abord les choses sont très difficilement habitables, hein, puisqu'on habite dans des histoires, on n'habite pas dans des objets, on habite là où les choses sont liées, on habite là où on reconnaît les origines des choses. Et bien, dans ces objets qui voudraient être fantastiques chacun, eh bien, on a perdu le sens de ces histoires, on a perdu ce qui nous lie à la vie et ce qui nous lie aux autres. Et donc, en rendant tout autonome, qui est cette idée que chaque chose est une sculpture, si vous voulez, que chaque chose est une pensée, chaque chose a été pensée, chaque chose a son autonomie, eh bien, on a rendu les choses vraiment loin de nous, loin du corps, loin de cette idée que nous appartenons ensemble à une même histoire.